continuons. On va en rester là pour les questions. Nous avons encore un exposé qui nous est présenté par deux personnes. C'est le tour des doctorants. Vous avez quelques posters là au fond pour vous donner une idée des travaux qui se font dans le service où ces doctorants préparent leur thèse. Et donc, je les présente. Fatiha Krouch, je le prononce bien, hein, voilà. Fatiha prépare une thèse dans laquelle M. Mencast n'est pas membre du jury, mais il l'est dans d'autres thèses. Et elle travaille sur une nouvelle méthode. Je ne peux pas trop divulguer ton... Ah, comme ça? Bon, ok, voilà. Il suffisait de le dire. Oui, d'accord. Okay. Donc, elle travaille sur une thèse qui va déboucher sur la création d'une nouvelle méthode, une nouvelle méthodologie de l'enseignement des langues. Très originale. Et elle va baser cette thèse sur le eye tracking. Et elle va partir évidemment de micro-situations pour vérifier sa thèse et pour échafauder un peu la méthodologie et la stratégie. C'est ce qu'elle va tenter de nous exposer. Et alors Florian, lui, il va nous parler de certains travaux qu'il a déjà réalisés et probablement d'autres qu'il a en vue. Mais je vous laisse quand même un peu la surprise. Je vous cède la parole. Vous voulez un micro baladeur? Voilà. Alors, je ne suis... Oui, ben, c'est lui qui est le champion du micro. Mais je pense que c'est bon. On va vous présenter un petit peu donc nos points de recherche. Et ensuite, on fera une petite démonstration. Sinon... Oui, ça y est. Si, ça a l'air d'aller. Okay. Donc, Monsieur Safar l'a dit, hein, j'ai travaillé un petit peu sur l'eye tracking dans certains de mes travaux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de formation, je suis traducteur et spécialisé dans la traduction audiovisuelle. Et dans ce domaine de la traduction audiovisuelle, on peut se dire comme ça, au final, c'est donc bêtement le sous-titrage, le doublage, pour citer les deux plus connus. Où est-ce que l'eye tracking va être intéressant dans des disciplines comme ça qu'on voit tous les jours à la télévision, qu'on connaît par cœur? Quelque part, on se dit, on sait déjà tout, est-ce qu'il y a encore des choses à savoir? Et il y a encore énormément de choses à savoir. Brièvement, sur le sous-titrage notamment, et une autre technique qui est celle du voice-over, qu'on voit notamment dans les documentaires, c'est-à-dire la voix qui est superposée à la voix originale. J'ai travaillé l'année dernière sur l'idée de la traduction sur Internet, pour les vidéos YouTube par exemple. Est-ce que, au final, le sous-titrage d'un tutoriel, c'est intéressant? Est-ce que c'est pertinent d'avoir un tutoriel qui est sous-titré, sachant que la personne qui le regarde va devoir en même temps manipuler pour réaliser le tutoriel de son côté? On se rend compte avec l'eye tracking que, évidemment, non, c'est pas intéressant, et on se rend surtout compte que le voice-over, par exemple, permet facilement de remplacer cette technique-là pour permettre à la personne de manipuler son outil, de travailler sur son tutoriel. Une autre discipline, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui avec Fatia, qui nous intéresse, et moi je me suis un peu spécialisé dans cette discipline-là depuis l'année dernière, c'est celle de l'audiodescription, qui a déjà un petit peu été mentionnée par Madame Picaluga tout à l'heure. L'audiodescription, c'est donc une technique qui consiste à décrire ce qu'on voit à l'image à destination des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Cette technique, on la voit de plus en plus, c'est quelque chose, et Madame Picaluga l'a d'ailleurs mentionné, quelque chose qui est de plus en plus présent, ça fait partie de l'inclusion, et c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus à la télévision. Je pense que vous avez déjà tous entendu cette fameuse phrase « ce film est proposé en audiodescription », donc disponible en version audio décrite. Donc c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, et c'est quelque chose que l'eye tracking va permettre d'améliorer énormément. Donc moi, ce dont je vais parler, c'est pas forcément de télévision, c'est d'image. En fait, donc on le voit ici, on trouve effectivement l'audiodescription à la télévision, au cinéma, etc. Mais on la trouve aussi de plus en plus dans les musées. Et dans les musées, qu'est-ce qu'on décrit? On décrit les œuvres d'art qui sont affichées, qui sont exposées. Pour qui est-ce que... Ouais, je peux peut-être...
pour qui est-ce qu'on va audio décrire, je l'ai dit, hein, ça va être les personnes non-voyantes et malvoyantes, mais aussi pour tout un chacun en fait, et ça Fatia en parlera mieux que moi tout à l'heure, pour le cas de l'apprentissage. Ça c'est une petite parenthèse, mais effectivement on l'utilise dans l'apprentissage parce que l'audiodescription permet, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais permet d'attirer le regard sur des éléments de l'écran qu'on ne regarde pas forcément naturellement. Ce qu'il y a d'intéressant au niveau des images, la question qu'on va se poser en fait, c'est qu'est-ce qu'on audio-décrit ? Parce que dans un film, on a une action qui est en mouvement. Par exemple, un personnage qui se déplace de la porte à la fenêtre. On va simplement dire l'homme se déplace de la porte à la fenêtre. Ou alors décrire les lieux, décrire les personnages, décrire les événements. Dans une image, évidemment, c'est fixe. On n'a pas cet élément qui nous permet de faire facilement une audio-description. Et donc, on va se demander quels sont les éléments qui vont nous intéresser. Il y a 3 choses que j'ai relevées moi, c'est notamment le parcours du regard, c'est-à-dire quels sont les endroits de l'image qu'on va regarder et dans quel ordre. Parce que cet ordre est-ce que cet ordre va influencer la manière dont on va décrire l'image. Il y a également le traitement des détails. On verra après sur l'image que je vais vous montrer qu'il y a 2 éléments qui permettent de déterminer où la scène se passe. Mais est-ce que réellement un spectateur qui voit cette image est capable, à partir de ces éléments-là, de dire où l'image se passe? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il est nécessaire de l'audio-décrire pour que la personne non-voyante, comme la personne voyante, soit capable de déterminer où cela se passe? Et enfin, il y a une question qui est très importante, c'est celle de la durée du visionnage. Parce que dans une audio-description sur une vidéo, on a évidemment la possibilité, on décrit en fait entre 2 scènes de dialogue. Donc on a un timing qui est déjà donné. Ici sur une image, évidemment, on n'a pas de timing, on ne sait pas combien de temps on va devoir parler, combien de temps on va devoir décrire, et jusqu'à quel point on va devoir décrire. Et donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments que l'eye tracking va nous permettre de deviner. Comment? Alors en théorie, on a cette image, et je remercie Monsieur Arménie, qui n'est plus là, mais qui m'en avait parlé en premier, qui me l'avait fait découvrir, et je trouve cette image extrêmement pertinente. Qu'est-ce que vous avez vu en premier sur cette image? C'est ce groupe de personnes au milieu qui est attroupé autour d'une femme qui a eu un accident. Ces gens nous attirent notre regard évidemment par la couleur de leur gilet, etc. Ce qu'on voit un petit peu moins, et il faut un petit peu de temps pour s'en rendre compte, c'est tout le sujet de cette image, et c'est le côté très morbide, et j'en suis désolé, j'ai trouvé ça très pertinent de le montrer. Très morbide de cette image, c'est ce monsieur à gauche qui est en train de se prendre en photo devant. Ce qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Donc, ce qu'on voit en premier, c'est évidemment ce groupe-là, cette zone, ce que j'ai appelé la zone accident. Ce qu'on voit ensuite, peut-être après, c'est pas forcément tout de suite cet homme-là, c'est d'abord le train qui occupe presque un tiers de l'image, et enfin seulement notre regard va être attiré par le selfie. Le problème, quand on arrive sur une image comme ça, c'est qu'on est tenté de décrire en disant qu'un homme se prend en photo devant un accident de train. Sauf que c'est déjà subjectif, et le mot-clé que je n'ai pas encore donné, mais qui est très important en audio-description, c'est celui de l'objectivité. En audio-description, on ne doit jamais donner son avis, faire transparaître son opinion dans ce qu'on décrit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas influencer le regard du spectateur, entre guillemets, puisque c'est évidemment destiné aux personnes non-voyantes, mais on ne peut pas influencer cette interprétation. Cette interprétation, elle doit rester libre pour la personne qui découvre l'image. Et donc ici, l'idée, ça va être de chercher, grâce à l'eye tracking, comment le regard se comporte, quels sont les éléments qui sont nécessaires à décrire. Si ça va avancer, voilà. En pratique, c'est plus ou moins la même chose qu'on se rend compte. On voit ici, sur ces 2 images, les zones qui ont été regardées. On se rend compte qu'il y a une zone qui a été très regardée. Je vais essayer le laser. Voilà, c'est celle-ci, qui est celle, je ne sais pas si vous avez remarqué, voilà, de cette petite trousse de secours qu'on a ici, qui est finalement un détail. Et je parlais un petit peu des détails tout à l'heure. Voilà, on se rend compte que ce détail, j'en ai pas parlé quand je vous ai dit un homme se prend en selfie devant la scène, et pourtant il est regardé, donc est-ce qu'il n'est pas pertinent de l'audio décrire également? Voilà. Et ce dont on se rend compte aussi, alors c'est un petit peu caché, mais voilà, on voit ici un 2, c'est-à-dire c'est le 2e point de fixation.
Et le premier, on voit que le trait est par ici. Donc en fait, ça a évidemment commencé par là. Et ensuite, l'image a été parcourue. On a le 6 ici, d'accord, 7. Et seulement après, on est venu regarder par ici. Donc effectivement, on se rend compte que ce qu'on remarque au départ, ce n'est pas forcément le sujet de l'image, qui est ce selfie, c'est la scène qui est au milieu, qui attire le regard par l'aspect catastrophique qu'elle a quand même, parce que c'est assez surprenant, et par les couleurs qu'elle dégage. Et puis, seulement plus tard, on vient se rendre compte de cet homme. Donc évidemment, on va commencer bien sûr par la scène, par décrire les lieux, par décrire l'événement qui s'est produit là, et seulement après arriver avec l'effet de surprise, comme on l'a pour un voyant. Et j'ai vu quelques réactions dans la salle d'ailleurs, le temps que les gens s'en rendent compte. Et bien voilà, c'est dans l'audiodescription, dans la manière d'audio-décrire, qu'on va rendre ce parcours-là. Voilà, j'avais zoomé un petit peu ici pour qu'on s'en rende mieux compte. Il y a l'autre question qui était celle de la durée. J'ai fait quelques petits tests avec 4 petites images qui sont très connues. C'est, pour les citer, l'image de Donald Trump face à Angela Merkel au G7, l'image de la petite fille vietnamienne qui court après une frappe de napalm, et la dernière, elle m'a échappé, c'est le petit enfant migrant qui était échoué sur une plage. J'aime bien les trucs un peu morbides. Et en fait, on se rend compte que la durée de visionnage sur ces images, surtout qui sont connues, est très très courte. Ici, on est sur une moyenne, on va dire, de 10 secondes. Et donc, il faut être capable de décrire ce qui est regardé en seulement 10 secondes par une personne voyante. Comment on va faire ? Voilà, quelle va être la durée de l'audiodescription ? Est-ce qu'il faut jouer sur la durée de l'audiodescription ? Est-ce qu'il faut faire une audiodescription qui est aussi courte que le temps qu'on passe à regarder l'image ? Ou est-ce qu'il vaut mieux, et c'est évidemment ça la réponse, d'écrire simplement ce que l'on est capable de voir en 10 secondes, ce que la personne qui a regardé voit réellement, et c'est ça qu'on va retranscrire aussi dans la durée de l'audiodescription. Et enfin, la question du détail. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 2 points, j'ai un peu spoilé, j'ai peut-être été un peu vite, 2 points qui donnaient le lieu de la scène. La scène se passe donc en Italie. Comment on le sait ? Bien simplement parce qu'on a un tout petit panneau ici en bas, qu'on ne voit plus ici parce qu'on a les points évidemment, mais qui donne un avertissement en italien. Et on a le nom de la compagnie ferroviaire qui est ici, qui est une compagnie italienne. Et donc c'est grâce à ces 2 détails qu'on est capable de déterminer que la scène se passe en Italie. Mais est-ce que réellement, vous qui découvrez l'image, les avez vues ? C'est pas certain. C'est pas certain. Et donc, est-ce qu'il va falloir l'audio-décrire ou pas ? Il y a la même chose avec les numéros de voix. Je ne sais pas si vous les avez repérés, mais ils étaient dans le fond de l'image. Et en fait, la scène se passait entre les voix 4 et 5. Et évidemment, ça permet de déduire qu'on se trouve dans une gare en Italie. Pas n'importe où sur la voie de chemin de fer, vraiment dans la gare. Est-ce qu'il faut l'audio-décrire ou pas ? C'est l'eye tracking qui nous permet de déterminer également. Et enfin, il y a cette trousse de secours sur laquelle j'étais revenu tout à l'heure, que là, pour le coup, qui a été regardée et qu'il faut audio-décrire parce qu'elle attire automatiquement le regard du spectateur. Voilà pour ma partie. Je vais laisser Fatia prendre la suite. Très bien. On t'applaudira après. Je sens qu'il y a des questions qui se préparent sur ce sujet. Alors, donc moi, je vais quand même me présenter. Donc, je suis diplômée en traduction, en sciences du langage et agrégée en langue moderne. J'exerce le beau métier d'enseignante. Et je vais passer, moi, peut-être du côté, pas du côté obscur, mais du côté de la lumière. Tu enseignes encore le néerlandais à Bruxelles ? Non, l'anglais et l'espagnol, c'est tout. Elle a été enseignante de néerlandais à Bruxelles. Donc monsieur Lu et monsieur Mancas, donc on parlait un petit peu d'images subliminales, que des méchantes entreprises, avec leur armada de publicitaires, faisaient tout pour attirer notre attention, pour qu'on aille dépenser notre argent et les enrichir encore davantage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une solution pour sortir, on va dire, du sort de la publicité. On peut considérer ça comme un sort.
En fait, c'est tout simplement donc un peu l'éveil de la conscience. Alors, comment on fait ça? Évidemment, c'est avec l'attention. Donc, apprendre à diriger l'attention. Et moi, en tant qu'enseignante, surtout qu'on a des ados entre 14 et 17 ans, attirer leur attention, c'est pas toujours facile, surtout si c'est avant midi, et ça va pire encore en fin de journée. Donc ici, on a quand même la chance d'avoir un public super acquis. J'ai pas entendu un seul mot. C'est la première fois que ça m'arrive devant une assemblée. Voilà, donc, voilà, exactement. C'est journal de classe et au coin. Et voilà. En fait, moi, dans ma recherche, quand je faisais mon master de spécialisation, donc je savais pas quoi faire pour mon sujet de mémoire. Et Madame Hamaoui, ici présente, qui m'a fait découvrir l'audiodescription, m'a dit « Pourquoi tu n'utiliserais pas ça ?» Je lui ai dit « Oui, mais quoi faire exactement ?» Et Monsieur Safar m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas avec un truc avec tes élèves ?» Je me dis « Ah, pourquoi pas mixer les deux ?» Et puis ça a donné un sujet assez... Je n'ai pas utilisé le mot truc quand même, j'ai dit quelque chose d'un peu plus scientifique. Oui, quand même, c'était un vocabulaire quand même un peu plus relevé, okay. Je l'admets. Okay. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser fortement à l'audiodescription. Ça va mieux comme ça? Enfin, je parle toujours fort, j'ai l'habitude. Et puis, j'ai utilisé donc le eye tracking parce que ça permettait en fait d'avoir un peu plus de pertinence quant à savoir ce qu'il faut audio-décrire. Alors, qu'est-ce que l'audiodescription? Alors, c'est une discipline qui a pour but de rendre des supports audiovisuels ou spectacles. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le théâtre ou voire même le cirque. Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce à un texte voix off intercalé dans les passages sans dialogue. Mais ça, notre ami Florian nous l'a déjà dit. Ensuite, l'audiodescription comporte un certain nombre de règles à respecter. Donc, par exemple, Florian en a parlé, pas d'interprétation de l'information, pas de jugement de valeur et pas révéler des faits sur le où, quand, comment, pourquoi. Je vais vous donner un petit exemple, ce sera mieux illustré. Admettons, il y a un film policier donc, qui est audio décrit. On imagine l'inspecteur qui fait entrer des témoins, voire des suspects. Moi, par exemple, je vais m'abstenir de dire « Tiens, un témoin arrive, il a une tête de suspect, c'est sûrement lui le meurtrier ». Donc ce genre de révélation ou de jugement, je veux dire, on ne le dit pas. Donc il y a également aussi, mais ça Florian l'a dit aussi, donc le temps. Donc on est obligé parfois j'ai envie de dire un peu de sacrifier certaines choses. Et là, ce qui est bien, c'est grâce au eye tracking, ça va nous permettre de savoir ce qu'on peut sélectionner davantage. Alors, donc, l'audiodescription et la recherche scientifique. Alors, on se demande un peu quel est le rapport entre les deux. Alors, l'audiodescription, c'est un moyen pour l'assimilation du vocabulaire. Et croyez-moi, ça marche. Lorsque vous arrivez, grâce à l'audiodescription, à capter l'attention, donc le regard, sur certains aspects du film ou même du spectacle, et vous y placez, par exemple, un vocabulaire technique précis, alors là, donc, la personne qui regarde, donc, pour mon cas ici, donc, les apprenants, assimilent ce vocabulaire, et sans effort cognitif particulier. Donc c'est un moyen de diriger l'attention, donc on est toujours dans le cadre de l'apprentissage, et c'est pas toujours évident d'attirer l'attention de quelqu'un. Et l'audiodescription est une technique qui permet de le faire plus facilement, à condition de choisir évidemment des supports et du matériel adéquat. Mais ça, c'est encore l'art de la pédagogie. Ça demande du travail et de la réflexion. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un outil pédagogique très important. Et on l'utilise également pour des études linguistiques. Et le rapport entre les deux, donc Florian l'a déjà cité aussi, donc ça va permettre d'apporter des données sur ce que l'œil voit et surtout sur ce qu'il ne voit pas. Parce que ça arrive souvent. Quand vous êtes dans une classe, que les apprenants, par exemple, sur un tableau ou sur un support vidéo, regardent ailleurs ou alors voient des détails complètement futiles qui ne seront pas utiles pour la suite de son apprentissage, ben, l'avantage de l'audiodescription, c'est qu'on va permettre de diriger son attention. Ici, on le fait dans un but, on va dire,
pour la mémorisation, donc dans un but cognitif. Et on n'est pas évidemment dans le côté obscur ici, puisque c'est dans l'intérêt de l'apprenant d'apprendre des choses. Ah tiens, il a appris tel mot aujourd'hui, il s'est rendu compte de telle donnée, et du coup c'est beaucoup plus intéressant. Donc là je propose de parler, parce que le temps presse un petit, je ne sais pas quelle heure est-il. On a encore quelques minutes. Donc on va faire une petite démonstration. Florian, j'aurais besoin de tourner, donc on va faire ça à deux. Je vais demander à... Donc je prends 2 volontaires que j'ai déjà désignés. Je demande... Les volontaires désignés. Allez, venez. Voilà, donc Abder et Média. Par contre, Média, je vais te demander de quitter la salle et on viendra t'appeler après. Si cela ne te dérange pas. Non, Abder, tu peux directement... Pardon ? Tu es puni, Média, toi. Voilà, je te mets dehors. Voilà. Donc, Abder va regarder un extrait de film sans audio-description. Et on va mesurer, donc, grâce au eye tracker, donc, c'est le mouvement oculaire, les zones de fixation, et on verra un petit peu ce que les résultats nous donnent. Ensuite, on fera la même expérience, mais cette fois avec audio-description, et je vous invite à le faire aussi. On verra un petit peu ce que révélera donc les résultats avec l'audio-description sur notre volontaire média. Florian va vous dire au fur et à mesure ce qu'il fait pour utiliser... Donc là, bon, c'est certainement Antoine Luc qui l'expliquerait mieux que moi, mais c'est lui qui m'a tout appris, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Ici, j'ai simplement donc lancé le logiciel Tobii Studio, qui est celui que nous utilisons pour nos recherches. Et un truc génial, c'est quand il ne capte pas l'eye tracker, parce que c'est beaucoup moins efficace. Donc, ça a l'air d'aller. Normalement, ça devrait... Voilà, donc ici, j'ai simplement créé ce qu'on appelle la timeline, en fait, hein, le scénario du test. Ici, il est très simple, il n'y a qu'une seule vidéo. En réalité, en général, on ajoute aussi peut-être une consigne. Vous avez peut-être vu, avant que je change de test, celui avec mes images, avec les 4 images dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, j'avais disposé chacune des images en fonction de ce que je voulais montrer au sujet. Ah, il est branché en bas. Pardon, il est branché en dessous. C'est le câble réseau. Ouais. C'est comme voilà. L'autre qui disait faites-moi gagner à la loterie. Et un jour, on lui a dit mais achète le billet. Donc, il faut brancher. Non, mais il est branché. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, c'est à partir en fait de cette timeline qu'on va être capable de travailler. Donc là, le sujet qui va regarder la vidéo va simplement être assis devant l'appareil. Je vous montre quand même le capteur qui est branché, donc qui est connecté et placé au bas de l'écran et qui va permettre de suivre donc le regard, dans le cas présent d'Abder. Tu peux dire un mot peut-être de cet équipement qui est vraiment simple, c'est juste ce capteur. Il est très pratique, voilà, c'est ça, c'est qu'on n'a que ce capteur. L'avantage au niveau scientifique, c'est que le sujet ne se sent pas surveillé, je vais dire, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, on a la personne qui regarde l'écran de manière tout à fait naturelle, sans être attiré par le capteur. On est loin du casque dont parlait M. Armini ce matin. En réalité, ici, c'est très discret et il y en a des encore plus compacts, des encore plus petits, qui sont vraiment très, très discrets. Donc c'est moins intrusif que s'il y avait quelque chose sur la tête. Exactement. Exactement. Et ça permet d'avoir des données qui vont être forcément un peu plus fiables qu'avec un outil plus visible, je vais dire. Voilà, donc une fois que oui, c'est celui-là, oui. Une fois que la vidéo aura été visionnée, on aura tout un tas de résultats. Et l'avantage énorme que je trouve moi par rapport à cet outil en particulier, c'est qu'il est très très simple d'utilisation. Personnellement, je n'ai pas énormément d'années de recherche derrière moi.
Donc, quand on me parle de statistiques et tout ça, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, que je ne connaissais pas en tout cas quand j'ai commencé à utiliser l'eye tracking. Et en fait, cet appareil a l'avantage d'être très simple au niveau statistique et au niveau de l'analyse des résultats et des métriques exactement qui sont utilisées. Monsieur Lui en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, c'est par exemple la durée des fixations, etc. Et Monsieur Mancas en a parlé aussi. C'est tous ces éléments-là qui sont très simples à déterminer. Ce que je suis en train de faire en fait, c'est que du coup, Abder, et du coup Média après coup, vous allez regarder ce qui se passe sur cet écran-là. Ce que je vais demander à l'audience, c'est de ne pas réagir en fait, parce que je vais montrer également en temps réel ce que mon participant est en train de regarder. Donc en situation réellement de test, il faut imaginer que mon participant est dans son box ou dans son salon, et nous on est en train de l'observer. Je vais utiliser le terme espionner puisque on est dans le côté obscur de la force. Donc, bon, on va essayer de ne pas, voilà, afin de ne pas l'influencer, mais là ici, forcément, on est biaisé. Donc, comme je n'arrive pas à faire deux choses à la fois, donc je vais devoir le faire maintenant. Donc, on est ici sur 1. Ok, super. Et le 1 est ici. Hop là, et mon écran 1 et mon écran principal. C'est mieux comme ça, je pense. Voilà. Très bien. Hop là, ici. Et donc, voilà l'écran sur lequel on travaille. Et bien sûr, je vais le ramener chez moi pour que ce soit plus simple. Alors, donc je vais vous demander quelques petites secondes maintenant que j'ai mis en place cet aspect purement Windows. Et on va aller voir View Live Viewer. Voilà. Regardez ce qui se passe ici. Hop. C'est très ambitieux ce qu'on cherche à faire. C'est une excellente chose parce que là, on a une action vraiment en live, comme on dit. J'avais pas prévu cette intervention comme ça. Mais Ben, voilà. Écoutez, vous êtes en train de mettre à l'épreuve ma capacité à... Voilà, ici c'est mieux comme ça. En temps réel. Voilà. Hop, voilà ici. Et on va passer en plein écran. Voilà. Est-ce que vous voyez des traces rouges ? Oui. Ok. Chaque point que vous voyez, c'est mon parcours oculaire. Donc, Abder, mentalement, tu dis que tu ne vois pas ce qui se passe là-bas, comme à la maison. Je te laisse reprendre la main. Donc après cette expérience, nous allons marquer un arrêt pour prendre le repas et le buffet est servi. Vous êtes évidemment tous invités au fond de la salle. Okay. Je dis tous, sans exception. Moi, je vais me mettre là-bas, comme ça vous voyez bien l'écran. Attends, je vais voir, je vais faire de toute façon le calibrage. Donc, oui, l'écran est un peu de travers, je suis désolé. La première étape, je vais l'expliquer quand même en même temps qu'on le fait, parce que l'idée c'est de montrer un peu comment on utilise l'outil. Qu'il y a toujours quand on lance l'enregistrement, c'est déjà l'identification du participant. On va rester sur quelque chose d'assez anonyme, même si on voit tous qui le fait. Voilà. C'est donc cette étape de la calibration qui consiste simplement à placer le participant. Donc ici, il faut que tu sois entre 70 et 75, je crois, c'est ça. Donc c'est ça, voilà. Là, tu es plutôt bien placé. Je vais lancer et en fait, une fois qu'on clique sur Start, il y a un point rouge. Et pour ceux qui seraient amenés à utiliser ça et à faire des expériences avec ça, je tiens à préciser qu'il faut s'en rappeler de ce point rouge. Parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre de calibrer. Et je me suis fait avoir plusieurs fois, et je crois que Fatia aussi, où j'ai oublié de préciser aux participants qu'il allait devoir suivre ce point rouge du regard. Donc tu vas devoir suivre ce point rouge du regard qui va permettre de calibrer. C'est assez important de le préciser parce qu'en fait, c'est pas très grave s'il ne le sait pas tout de suite, mais s'il suit mal ce point, il va falloir refaire la calibration
et on perd un petit peu de temps. Donc ici, on va pouvoir lancer. Et voilà. Normalement, ça devrait... Voilà. Donc ça analyse en même temps le regard. On voit qu'ici, il y en a un seul qui est raté. On va le recalibrer très rapidement. Et puis sinon, voilà. Donc on le voit encore mieux sur l'écran ici. Ça permet vraiment de suivre le regard. Ça permet au capteur en fait de savoir de se calibrer réellement, de se centrer sur le participant. Et donc ça se réalise, je le précise aussi, avant chaque participant, pour chaque participant, et avant chaque visionnage. Ok, et une fois qu'on accepte, on va pouvoir lancer l'enregistrement. Et voilà. Ouais, t'en es où? Elle vient pas sale. Mec, ça fait 4 mois que t'aurais dû assister, t'as déjà été trop gentil. Non mais j'ai peur de lui faire du mal, elle est trop gentille, elle est trop naïve, tu vois. Mais si tu retardes, ça va lui faire encore plus de mal, donc c'est autant le faire maintenant et s'en débarrasser quoi. Ouais. Ouais, bon courage. Allez, salut. Ciao, salut. C'est qui bébé qui va manger son plat Coscali? Sophie, il faut que je te dise quelque chose. Tu peux comme ça. Sophie, faut qu'on parle, tu le sais. Ça fait des mois que je veux te le dire, mais je veux pas te faire de mal. Je suis plus amoureux. Tu peux arrêter là? Je suis désolé. C'est fermé, je peux m'ouvrir s'il te plaît? Sophie? Les clés s'il te plaît. Sophie, les clés. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Si vous voulez savoir la suite, vous verrez où trouver le court-métrage avec Fatia. Voilà, je te relaisse la main pour... Côté obscur, hein. Bon, d'après ce qu'on a vu, je crois que Abder a faim, parce qu'il a regardé intensément les concombres et la bouteille de vin. Je sais qu'il est midi passé, mais... on fait venir Média et on parle les deux après. Oui. On peut chercher Média qui va s'imposer. Si elle n'est pas partie. On voit qu'elle est partie loin. Voilà. Oui, c'est à ton tour. Je
t'en prie, monte. Donc tu viens t'installer ici. Florian va arranger les paramètres et te dire quoi faire. Ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. Il a des trucs morbides, mais c'est un gentil garçon. C'est bon, on peut y aller? Je vais profiter de cet instant pour faire encore une petite communication. Les ateliers ont lieu dans la salle à côté, qui a été disposée avec le matériel. Et donc, après le buffet, nous nous rendrons dans la salle d'à côté. Si quelqu'un doit descendre en bas et ne pas le savoir, et qu'il vienne ici, il trouve la salle vide, où ce ne sera pas évaporé, mais juste dans la salle à côté. À chaque participant, c'est nécessaire évidemment de calibrer pour voir le regard des différentes personnes en fait. Cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est parfait. T'es meilleur élève qu'Abder. Ok, on va pouvoir lancer. Et cette fois-ci donc en version audio décrite. Et vous allez, je me permets de préciser, mais vous allez peut-être voir aussi vous la différence entre les deux dans votre manière de regarder le film. Ça peut être intéressant aussi d'y réfléchir pendant que vous regardez. C'est parti. De longs cheveux roux et une frange entourent le visage d'une jeune femme avec des taches de rousseur. Face à elle, une guirlande lumineuse encadre un mur de Polaroid parfaitement aligné. Ouais, t'en es où? Elle mérite pas ça. Mec, ça fait 4 mois que j'aurais dû assister, t'as déjà été trop gentil. Non mais... j'ai peur de lui faire du mal, elle est trop gentille, elle est trop naïve, tu vois. Mais si tu retardes, ça va lui faire encore plus de mal, donc c'est... autant le faire maintenant et t'en débarrasser, quoi. Ouais. Ouais, bon courage. Hein. Allez, salut. Ciao, salut. Sophie, avec un petit rond sur lui. Sur le Polaroid, Sophie et son copain sourient. Le château de Disneyland, son copain sous un parapluie, le regard vide. C'est qui bébé qui va manger son taco salade? Dans la cuisine, Sophie épluche un concombre. Son copain l'observe depuis un canapé sous le mur de Polaroid. Il est brun aux yeux bleus. Sophie, il faut que je te dise quelque chose. Je te dis quoi comme ça? Sophie, faut qu'on parle, tu le sais. Elle coupe le concombre. Ça fait des mois que je veux te le dire, mais je veux pas te faire de mal. Elle fixe le concombre. Je suis plus amoureuse. Elle coupe un autre concombre avec la peau. Son copain la fixe les mains croisées. Tu peux arrêter là? Elle se fiche. Une guirlande lumineuse multicolore décore le mur de la cuisine. Un plateau rempli de cookies est posé sur un coin de l'évier. Il se tripote les doigts. Il baisse les yeux. Sur la table basse sont disposées une bouteille de vin, 2 assiettes, 2 verres et une bougie allumée. Je suis désolé. Il se lève. Il prend sa veste sur la couloir du canapé. C'est fermé, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Elle fixe le concombre. Sophie? Les clés s'il te plaît. Il tient la poignée de la porte d'entrée. Elle lève lentement la main. Elle se gratte la tête. Elle cède. Sophie, les clés. Elle prend un trousseau. Elle garde la tête baissée. Elle contourne le plan de travail et prend la bouteille de vin sur la table basse. Un verre vide est posé sur la table. Le jeune homme s'écoute. On devine. La suite. Donc, je voudrais d'abord demander à Média si tu as senti une différence par rapport à un film non audio décrit.
Voilà, par exemple, on a vu que Média donc, a posé son regard sur les cookies qui est en arrière-plan. Et Abder, il a fait que regarder les concombres, il n'a pas vu qu'il y avait de délicieux cookies derrière. Donc, et je voudrais aussi peut-être poser une question au public. Peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous voyez un film en audio-description. Et est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à cela? Ça serait intéressant de relever vos ressentis. Moi, j'ai fait une comparaison. Pas tous à la fois. J'ai fait une comparaison entre les deux. Oui. J'ai l'impression qu'avec l'audiodescription, l'activité cognitive est beaucoup plus dense et le mouvement oculaire est beaucoup plus voyageur que le mouvement de quelqu'un de sage qui finalement n'est pas n'est pas pressé par ce discours où il y a beaucoup d'informations malgré tout. Déjà, on peut demander aussi qui avait repéré l'assiette de cookies la première fois. Vous pouvez lever la main. Qui l'a remarqué la deuxième quand ça a été dit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a une autre image, moi, que j'ai trouvée très intéressante, c'est celle du titre. Quand il y a eu le titre, Abder, on avait vu que son regard était fixé sur le titre, sur Sophie. Il n'y avait rien d'autre. Pas un seul point qui partait autour. Dans l'audio-description, on parlait du titre qui apparaissait sur le mur couvert de photographies. Et le regard de Média est directement allé chercher l'ensemble du décor derrière. Voilà, c'est le genre de choses qu'on remarque avec l'audio-description. C'est ce que je trouve très intéressant avec cette discipline, c'est que même pour une personne voyante, en fait, on a l'impression de regarder un film totalement différent. Là, vous venez quand même de regarder 2 fois la même vidéo, et j'ai pas le sentiment qu'on se soit ennuyé en regardant 2 fois la même vidéo. Pourtant, c'est pas forcément un exercice très agréable, et je le sais parce que quand on fait de l'audio-description, on regarde la vidéo en boucle, et souvent c'est pas 2 minutes 50, c'est 1h30. Et donc on se fait un film d'1h30 en boucle pendant plusieurs semaines, et c'est pas très agréable. Et ici, on se rend compte que les 2 versions finalement sont assez différentes et que c'est réellement un travail très différent. Et l'eye tracking le montre très bien. Donc, on voit qu'avec l'audio-description, mais ça permet vraiment donc de diriger l'attention. Et dans un cadre pédagogique, c'est dès lors très intéressant parce qu'on sent quand même qu'il y a une meilleure concentration. Aussi, on a quand même vu Média donc, qui se laissait un petit peu guider par la voix. Donc ça a aussi un petit effet hypnotique, mais pas forcément subliminal. Donc peut-être mettre un petit peu la différence entre les deux. C'est un peu gris, c'est pas très noir. Oui, voilà, c'est ça. Comme quoi, je veux dire, la frontière est très mince entre donc vouloir aider quelqu'un à apprendre des choses et vouloir vider son portefeuille. Alors Donc, les mauvaises langues pourraient dire que l'audiodescription, c'est quelque chose de très mineur, et finalement, vous lui donnez tellement d'importance. Oui, voilà, et on peut adapter ça, comme je vous l'ai dit, à des spectacles, à un professeur qui choisit les bons documents et qui sait, par exemple, donc, évidemment, donc bien maîtriser sa voix pour qu'elle soit la plus agréable. Pourquoi vous vous intéressez à l'audiodescription? Je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui. En quoi c'est important comme discipline, comme pratique? Est-ce que d'un point de vue économique, on peut chiffrer ça? Est-ce que c'est une activité qui apporte beaucoup d'argent? En France... Est-ce qu'il y a des lois, des choses comme ça En France maintenant, en tout cas sur le service public et même privé, donc la plupart du temps, vous avez maintenant un film qui est proposé en audio-description. C'est un choix ou une obligation? C'est une obligation. C'est une loi, d'accord. C'est une loi. Et en Belgique, ce sera bientôt le cas. En tout cas, d'après le ministre Marcourt, dans quelques mois, donc la Belgique sera aussi obligée d'avoir un certain pourcentage de documents audio décrits. Okay. Aux États-Unis, c'est déjà le cas depuis. Oui. Préciser qu'en France, il y a même dans la loi des quotas qui imposent de passer à la télévision un certain nombre de films audio décrits par semaine. Et aujourd'hui, la plupart des chaînes françaises, le groupe France Télévisions, le groupe Arte, le groupe M6, le groupe TF1, ont tous au moins 2 ou 3 films par semaine qui sont proposés en audio-description. C'est bien la preuve de ce que j'expliquais tout à l'heure, que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et de plus en plus important. Je vais parler un peu de mon expérience personnelle, mais donc je l'ai dit, j'ai audio-décrit quelques films. Quand on termine l'audio-description, avant de la remettre, on a une séance, j'en parle souvent quand je parle de ce travail-là, on a une séance de projection avec une personne non-voyante. Et en fait, ce qui m'a surpris la première fois, c'est la capacité qu'avait cette personne à suivre le film sans le voir, grâce à l'audio-description. En fait, la personne qui était avec nous, et M. Safar s'en souvient aussi certainement,
a été capable de me donner des détails du film, à m'expliquer le film mieux que moi je n'aurais pu le faire, avec pourtant l'image que j'avais en plus. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est assez difficile à décrire, mais c'est un sentiment très gratifiant et très agréable de voir que quelque part on a aidé cette personne je vais dire, c'est peut-être un peu maladroit de le dire comme ça, mais au final, même presque à retrouver la vue grâce à l'audiodescription. Voilà, je pense que c'est vraiment une discipline qui est très intéressante et qui est très importante aujourd'hui. Très bien. Avant de clôturer la séance, une question? Oui, M. Vazin. Notre directeur-président. Exactement. Et donc je suppose que vous allez pouvoir aider et compléter le travail des psychologues, des sociologues. Oui, voilà, c'est ça en fait. Donc c'est exactement. Un outil qui est limité dans sa sphère, mais qui va pouvoir aider certainement sur certains points si on fait un véritable effort éducatif. Exactement. Ce grave problème, puisque on sait que l'attention, c'est quand même la colonne vertébrale de l'intelligence et qu'on a besoin de cette attention pour faire émerger donc, tous les savoirs inconscients. Donc le but, c'est un peu l'image qu'Antoine, lui, avait. Donc c'est un point d'interrogation avec une partie émergée. Donc c'est ça, en fait. Donc c'est faire remonter à la surface tout ça pour pas que les apprenants soient en mode passif et puis que ça reste un petit peu on va dire, dans les abîmes de l'inconscient. Donc c'est vraiment donc éveillé. Donc c'est vraiment le but, être conscient de son apprentissage, donc conscientiser et le fait de le verbaliser. Donc ça apporte vraiment un ancrage dans le conscient. Donc et c'est le but et c'est faisable pour toutes les disciplines, hein, pas forcément pour et donc pour vous l'apprentissage des langues. utilisez le eye tracking pour faire quelque chose d'objectif et quelque chose exactement. qui est appréciable. Soit objectif, on regarde un petit peu, ou alors si moi en tant que pédagogue, j'ai envie d'attirer l'attention sur certains aspects, alors je le fais. Ouais. Moi, j'ai entendu parler de films avec une audiodescription idéologique. C'est des films subjectifs, alors? C'est ça? C'est quelqu'un qui audio-décrit avec un comment vais-je dire, un préjuge. Donc imprégné de subjectivité, oui, en fait. De subjectivité, parce qu'il veut faire passer un message idéologique. Donc ça, c'est le côté obscur, du coup. Ouais. Nous, on est dans la lumière du savoir. Ça dépend à quel point on veut imposer. Exactement. Non, donc, c'est en ça que le light tracker est un outil intéressant. Je vois 2 mains levées dans la salle. Monsieur, dites-nous votre nom. Oui, Nicolas. Non. Il faut imaginer dans quelle discipline on travaille, et c'est en langue. Donc c'est en langue étrangère qu'ils vont être guidés. C'est ça. Et en fait, tout dépend du contexte et des intentions pédagogiques. Encore une fois, je veux dire, on peut inventer des merveilleux outils, et tout dépend de l'utilisateur et de l'intention qu'il en a. Et c'est pas forcément tout le temps, mais quand vous êtes toute la journée avec des adolescents et que vous voyez qu'il y a quand même des troubles, des déficits de l'attention assez accrus, parfois c'est pas une mauvaise chose de pouvoir les guider. Ils ont besoin de ça. Parce qu'il ne faut pas toujours contrairement à ce qu'on croit, il faut pas toujours laisser les apprenants à leur triste sort. Il faut parfois les guider. À Nicolas. Madame Amaoui, chef de département.
avait un narrateur presque dans chaque village. Et il y avait aussi ce fait que les parents, la maman ou le papa, racontaient un peu l'histoire avant. Il n'y avait pas d'image. Ouais. Il n'y avait pas d'image, donc l'imagination, elle était vraiment Développée. Ici, avec l'audio-description, et je l'ai remarqué même avec les plus grands, quand il y a un film audio-décrit, je remarque que l'attention, elle est doublement faite. C'est pas que on limite l'imagination géographique, c'est tout à fait le contraire. On remarque qu'il y a un besoin d'écouter une histoire, même si on voit tout ce qui se passe à l'écran. Et c'est un besoin presque physique. Et je le remarque avec les grands, par exemple, à chaque fois que je présente le premier exercice en audio-description, j'ai eu l'année passée 60 étudiants. Ils ont tous apprécié. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis un petit peu, parce que je demande quand même à un étudiant, on prend des petits groupes de 3, et un étudiant il ferme les yeux parce qu'il joue le rôle de malvoyant, et il remarque que cette discipline, elle apporte tellement des choses qu'ils se sentent utiles de pouvoir l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de pouvoir l'offrir aux personnes malvoyantes. Moi, je préciserais juste, j'ai un exemple par exemple qui me vient en tête par rapport, pour répondre à la question justement, par rapport à l'enseignement des langues, parce que c'est en partie de ça qu'il s'agit, puisque c'est ce que tu enseignes. On a eu un exemple tout à l'heure dans le cas d'une maladie dont je me souviens malheureusement pas, qui a été présentée je crois par Madame Picaluga, où on voyait une image avec plusieurs fruits, je crois qu'il y avait une pomme, une banane, quelques autres en dessous, et on voyait que le regard de la personne, ça permettait la communication, était attiré par la pomme quand le simili oral pomme arrivait. Ce qu'il y a d'intéressant, à condition que l'audiodescription soit bien faite, qu'elle soit subjective, parce que évidemment, si on a par exemple une manipulation idéologique ou quelque chose, au niveau de l'enseignement, on va effectivement manipuler aussi l'apprenant et forcément biaiser son apprentissage. Mais pour l'apprentissage des langues, cet exemple de la pomme me fait penser simplement à l'utilisation de l'audiodescription pour apprendre le vocabulaire, par exemple. Plutôt que d'avoir une simple liste de vocabulaire avec anglais, français, eh bien, on a ici la version audio décrite avec, par exemple, le stimuli pomme à l'oral ou en anglais dans l'audio-description, et la personne qui va comprendre grâce au guidage de cette audio-description, justement. Donc, c'est pas vraiment enlever le libre arbitre, c'est permettre de centrer sur un sujet, la pomme, et donc forcément de permettre de se concentrer là-dessus et d'apprendre le mot pomme. Je sais pas Très si bien. c'est... Très bien. Il nous reste, Nicolas, 30 secondes. Sinon, on va nous engueuler là au fond de la salle. D'accord. Voilà. Superbe question. Ça. Très bien. Madame Mamaoui, la question n'est pas posée à vous. Allez-y. Oui. Donc, du coup, j'ai oublié la moitié de la question, désolée. Non, c'est juste pour voir s'il existait déjà des logiciels qui permettaient de rendre plus objectif votre audio-description. Par le eye tracking. Voilà, ça, encore une fois, c'est le travail scientifique de la personne qui va audio décrire. Donc, et est-ce qu'il existe des appareils? Voilà. Exactement. Oui, voilà. Donc, En fait, on peut tester simplement l'efficacité. Donne le micro. Donne le micro. En comparant, par exemple, deux audiodescriptions, comme j'ai montré sur le logiciel, on peut mettre plusieurs vidéos. On peut très bien imaginer mettre deux versions d'un même film audio décrit, deux versions d'audiodescription, et comparer, grâce à l'eye tracking, les endroits, le comportement du regard, en fait, les endroits qui ont attiré le regard plus ou moins en fonction de la qualité de l'audiodescription. Et ça permet, je me souviens quand j'ai eu les premiers cours d'audiodescription avec Madame Mamaoui et Monsieur Safar,
On avait vu quelques extraits de films, je crois que c'est vous, Monsieur Safar, qui m'avez montré un extrait des Bronzés, si je ne m'abuse, avec une audio-description qui était très mauvaise, et un extrait d'un autre film dont j'ai oublié le titre, avec une excellente audio-description. Et en fait, même sans eye tracking, on se rend déjà compte que le regard ne se comporte pas de la même manière entre les deux. Donc évidemment, oui, ça serait très intéressant de comparer, et ça a effectivement déjà été pensé, mais de comparer les deux. Finalement, Nicolas, sans le eye tracking, ça ne serait pas une activité objective. Hein. Voilà, si je peux faire une petite analogie, par exemple, pour une autre discipline, enfin, pour le sous-titrage, qu'on regarde un film sous-titré avec des sous-titres de qualité, bien écrits, bien adaptés, et puis si vous regardez un peu les sous-titres des fansubbers, c'est absolument pas la même chose. Hein, je veux dire, les sous-titres des fansubbers, c'est des sous-titres sauvages, donc pas de normes, pas de... Bien. Je suis obligé de mettre fin à notre réunion provisoirement, puisque c'est pour des choses agréables. Il y a un buffet mixte, viande, poisson, pour les amateurs de tout. Il y a tout ce que vous voulez, toutes les sortes. Et il y a du bon vin, rouge et blanc et tout ça. Vous laissez vos affaires ici, mais en partant pour l'atelier, tout à l'heure, vous les prenez avec vous, parce que les portes sont ouvertes tout simplement, et peut-être qu'à certains moments, il n'y aura personne ici. À tout à l'heure et bon appétit. Bravo.